C'est parti, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on se fait un webinar qui va durer environ une demi-heure, qui va nous permettre en fait de vous faire un retour sur l'étude Mobile Learning et Social Learning qui a été menée conjointement par Bidis et Mayer Ashline au mois de septembre. Donc rapidement, hein, on a retenu un échantillon d'à peu près 167 entreprises qui ont participé. Ce matin, je reçois Hamza Asba, qui est le directeur marketing chez Bidiz et qui va réagir tout au long de la restitution de ces premiers chiffres. Bonjour. Je représente. Oui, Je te laisse te du coup, représenter, Hamza. très bien. Donc, Hamza, du coup, je suis directeur marketing chez Bidis. Bidis, c'est une solution aujourd'hui de mobile et social learning. On accompagne pas mal d'entreprises, d'une centaine de grands groupes, mais aussi des petites structures d'organismes de formation. Et l'idée, c'est qu'on essaie d'apporter cette nouvelle manière d'apprendre grâce à du contenu qui est assez ludique, qui permet d'augmenter un peu l'engagement des apprenants, mais aussi un côté social qui permet aussi d'une création de contenu qui est assez facile, que ce soit à la fois pour l'auteur ou pour l'apprenant. Voilà. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, cette étude, on l'a menée. Là, on vous en fait une première pré-restitution et puis tu me dis si je me trompe, Hamza, mais ce qu'on a prévu, c'est de faire une restitution plus poussée dans le cadre d'une restitution écrite autour de début mi-novembre, on va dire. Exact. Alors, on a constaté que 39% des entreprises envisagent aujourd'hui le mobile learning comme une solution digitale d'avenir. C'est une solution moderne. Pour un tiers des entreprises, ça représente un complément à leur LMS existant. Et ce qu'on constate quand on regarde un peu les catégories d'entreprises, on constate que les très grandes entreprises, alors celles qu'on a, nous, comptées ayant un effectif supérieur à 10 000 salariés, pour eux, la tendance est plus forte. Ils ont un engagement envers le mobile learning et le considèrent comme un outil d'avenir à plus de 56% des répondants. Et puis après, rapidement, on s'est intéressé à ce qui pouvait être un avantage pour les entreprises à mettre en place ce type de technologie, et puis ce qui pouvait être un frein. Donc en fait, trois avantages ressortent. Le premier avantage, bien évidemment, c'est l'extrême accessibilité de ces solutions, puisqu'il n'y a plus de contraintes, on va dire, en termes d'utilisation, ni de lieu, ni de temps. C'est des solutions qui peuvent être utilisées directement par les collaborateurs d'à peu près n'importe où, et puis en libre service. Le deuxième avantage qui est indiqué, c'est que bien évidemment, c'est une solution moderne et qui s'inscrit dans la logique on parle beaucoup d'apprenants modernes, donc qui s'inscrit dans cette logique d'avenir. Et puis le troisième avantage, c'est que ça permet de former facilement l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise. Et puis les freins qui ont été évoqués, alors le frein qui revient régulièrement est lié notamment aux craintes des entreprises quant à l'utilisation et à l'aspect sécurité informatique. Alors, on va y revenir. Le deuxième frein est lié en fait à la difficulté que peuvent avoir certaines entreprises à déployer ou à imaginer une stratégie spécifique pour le mobile learning. Et puis, le troisième frein, on va y revenir également, concerne l'équipement nécessaire, c'est-à-dire une tablette, un téléphone, ou enfin c'est le display en fait. C'est à partir de quoi on va dispenser cette formation. Les avantages sont assez connus et puis évidents. Hamza, quant aux freins, c'est vrai que la notion de sécurité, ça fait plusieurs années qu'on entend ça, mais de toute façon, c'est un discours qui revient sur l'ensemble des solutions digitales. Oui, exactement. C'est quelque chose qu'on voit souvent avec aussi à la majorité de nos clients. C'est quelque chose qui est important et surtout, ça devient de plus en plus important pour éviter que ce soit des problèmes quant à la connexion des collaborateurs, que ce soit même des problèmes internes en termes de sécurité informatique. Nous, dès le début, on a répondu avec ça. On a une équipe en interne
même géré par un des fondateurs qui est spécialisé dans la sécurité. Donc, c'est quelque chose sur laquelle on se concentre beaucoup et c'est pour ça d'ailleurs qu'on accompagne des clients qui ont des sujets assez sensibles, que ce soit de la défense, que ce soit au spatial, etc. Donc c'est un point qui est assez important et que je pense aussi aujourd'hui les startups prennent ça en considération et très sérieusement parce que ça représente un point très sensible. Alors, bon, moi, ça me surprend toujours un peu parce qu'on parle quand même de formation ludique. Alors, effectivement, il y a certainement des données sensibles d'entreprise, mais enfin, j'imagine quand même que sur ce type de projet, il y a beaucoup moins de sensibilité que lorsque tu déploies un logiciel de paye, par exemple. Je pense qu'il faut quand même recontextualiser le projet et les données qui sont véhiculées. Et puis, comme tu le dis, à partir du moment où des sociétés dans la défense, l'aéronautique sont équipées de ce type de solution, bah, on peut un peu considérer qu'il n'y a plus vraiment de débat sur ce sujet. Exact, exact. Et en fait, ce qui rejoint ça, c'est aussi chez la majorité des grands groupes de ce type, la solution s'intègre en fait déjà à leur système interne. Et donc, c'est là où la sécurité est aussi importante pour permettre cette intégration, que ce soit avec leur LMS existant, comme on a vu dans le pourcentage qui est assez intéressant d'ailleurs, mais aussi une intégration avec leur système SIRH. Donc, c'est aussi un point qui est très important pour permettre aussi aux collaborateurs de ne pas avoir plusieurs identifiants, que ce soit pour la solution de formation, que ce soit pour les autres types de solutions, et qu'il puisse avoir un seul Ouais. identifiant. Alors, comme tout projet digital, hein, que ça s'intègre parfaitement dans le schéma directeur SI global de l'entreprise et SIRH en particulier. Alors, Exact. par rapport à l'équipement, bah, est-ce que c'est réellement un frein Moi, la question que j'avais envie de poser, c'est finalement qui ne possède pas de téléphone portable aujourd'hui en France? Ça se fait quand Ouais. même de plus en plus rare. Et puis, de toute façon, dans l'étude, on note que 50% des salariés utilisent leur téléphone pour un usage professionnel. Alors, je suis pas en train de dire que les entreprises l'autorisent pas. C'est un fait. 50% des salariés utilisent leur téléphone personnel pour un usage professionnel. Mm. Et de plus, on a 26% des entreprises qui ont répondu qui disent qu'elles équipent à 100% les collaborateurs de leur entreprise. Donc, au regard de ces résultats, on peut considérer que, grosso modo, 3/4 des entreprises, de toute façon, disposent de téléphones, qu'ils soient professionnels ou personnels, et que de toute façon, ces téléphones sont utilisés dans le cadre du travail et qu'a priori, bah, c'est pas vraiment un problème pour les entreprises ni pour les salariés. Mm. D'autant plus avec la généralisation depuis ces derniers mois du télétravail où les salariés ont été habitués à utiliser leur propre appareil. Je pense que pour moi, enfin, je vois pas en quoi ça peut être un frein. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. En fait, ce qui est important, c'est il y a quelques années déjà, c'était un vrai sujet qui remontait tout le temps, hein, souvent avec que ce soit nos clients ou les entreprises avec lesquelles on était en discussion. Euh, et même à cette époque-là, la solution était assez simple. Aujourd'hui, c'est un peu plus simple en fait parce que la majorité des entreprises maintenant n'ont pas vraiment de problème avec ce point-là. Et même dans le cas où on trouve toujours des entreprises qui veulent pas que leurs salariés utilisent leur téléphone perso ou bien surtout utilisent ou se forment en dehors des horaires de travail. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est toujours on propose ça, sachant que la solution, quand on parle de mobile learning, mobile, c'est pas du smartphone, mobile, c'est mobilité. Et donc, ça veut dire la solution, elle existe, que ce soit en smartphone, en tablette ou PC. Et donc, l'idée, c'est qu'il commence, donc, on met à disposition la solution sur la web app, donc sur le PC. Et donc, on voit directement que les apprenants, nous, on laisse la solution comme ça sur la web app et on propose aux responsables de formation de juste proposer que si les apprenants ou si les salariés veulent se former en dehors de ces horaires, ils peuvent télécharger l'application qui est sur les stores. Ils y ont déjà accès. Et on voit immédiatement que la majorité des gens prennent l'initiative de le faire eux-mêmes.
Et donc, on a eu aussi pas mal de clients. On a commencé qu'avec un déploiement sur une web app et qui, par la suite, est devenu un déploiement sur smartphone aussi. Alors, là, il y a pas mal de réactions à ça, hein. Il y a Rodrigue qui me dit, mais quid de ceux qui n'ont pas de téléphone? Donc, tout simplement, quid de ceux qui n'ont pas de Ouais, téléphone? Je rappelle que le mobile learning, euh, ce n'est pas une application qui est exclusivement destinée au téléphone, hein. On le verra plus tard, mais beaucoup d'entreprises l'utilisent à partir d'ordinateurs. ouais. Ce qui est Deuxième aussi point, là, un. Ouais, vas-y. il y a- il y a- il y avait un autre point là qui revient deux ou trois fois, c'est on me dit, vous oubliez le poids des partenaires sociaux. Ah, oui et non, parce que finalement, les entreprises aujourd'hui qui déploient une solution de mobile learning sont déjà des entreprises qui ont engagé une stratégie digital RH depuis bien longtemps, pour la plupart. Mm. Et pour la plupart, elles autorisent déjà leurs collaborateurs, bien souvent, à déposer leurs congés de manière dématérialisée, voire utiliser coffre-fort électronique en entreprise. Donc, Mm. je suis pas certain qu'un projet mobile learning soit un débat spécifique pour les partenaires sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui revient dans le cadre de projets chez Bidiz? Non, absolument pas. On n'a jamais eu un tel problème, sachant que même on a pas mal de fois des encouragements de ce côté-là, parce que au final, le but aussi, la valeur ajoutée du mobile learning, c'est on va former tous les collaborateurs d'une entreprise. Ça se résume pas seulement à ceux qui sont dans un siège de l'entreprise, par exemple. On parle aussi des collaborateurs qui sont sur le terrain, qui n'ont pas en fait la possibilité de se former sur une plateforme de e-learning ou d'un LMS où il leur faut un ordinateur ou autre. Donc, c'est ça ce qui est important à prendre en considération aussi, sachant que, par exemple, si on prend des exemples d'entreprises de retail, si on parle dans ce cadre-là d'outils, ben, ils utilisent tout simplement les tablettes qui sont présentes, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les différentes places où ils sont. Donc, en termes aussi d'outils, même dans le cas où ils ont pas un outil à disposition, il y a toujours un outil qui est mis à disposition par l'entreprise. Alors, j'ai Rodrigue qui me dit, ne manquerait-il pas des textes réglementaires pour asseoir la formation hors du temps de travail? En fait, on n'est pas en train de dire que les salariés là se forment hors du temps de travail. On est en train de dire que potentiellement, les entreprises permettent à leurs collaborateurs d'utiliser enfin certaines entreprises, d'utiliser leur téléphone pour se connecter aux formations de l'entreprise. Après, se former en dehors du temps de travail, j'imagine qu'il y a des entreprises, de toute façon, le mobile learning, c'est un self-service. Donc, on ne peut pas contraindre le salarié à se connecter quand il est dans l'entreprise. On ne peut pas lui demander de se former en dehors de ses horaires de travail, Exact. mais on ne peut pas l'empêcher non plus de le faire. Et pour avoir discuté avec des DRH qui ont mis en place ce type de solution, bah oui, il y a des salariés qui se connectent en dehors du temps de travail, mais de leur propre initiative. C'est C'est tout exactement l'intérêt de ça. Ouais, tout l'intérêt de ces solutions. exact. Alors, alors pour autant, là, ce qui nous intéressait, c'était de savoir justement si le mobile learning était répandu aujourd'hui dans les entreprises en France. Et en fait, on constate que seulement 21% des entreprises ont déjà testé une fois le mobile learning, ce qui représente un ratio encore assez modeste. Et parmi ces 21%, on a fait un certain nombre d'observations. La première observation, c'est que l'utilisation du mobile learning est faite à 74% à partir d'un ordinateur et seulement à 50% à partir d'un téléphone, aujourd'hui en entreprise. Et puis 28% à partir d'une tablette. Donc, il faut bien se rendre compte que le mobile learning, c'est une solution qui est utilisable sur ordinateur, sur téléphone, sur tablette. On imagine une population, par exemple, au niveau d'un service logistique qui n'aurait pas de téléphone. Enfin, l'entreprise peut très bien mettre à disposition des postes de travail spécifiques pour le mobile learning ou des tablettes en libre accès. J'imagine que c'est des choses qui doivent exister chez tes clients, Hamza.
Exact. Ouais. C'est ce qui existe déjà chez pas mal de nos clients. Alors, 17% de ces entreprises ont mis en place une stratégie spécifique au mobile learning. Parce que bien évidemment, le mobile learning, ça nécessite d'avoir des contenus qui sont dédiés à ce type d'applicatif. Donc 20% ont une équipe interne dédiée pour créer du contenu. 41% produisent le contenu au niveau du service formation. 11% font appel à leurs salariés pour produire le contenu. Alors on va y revenir. Et 28% font appel à des prestataires spécialistes en création de contenu mobile learning. Mm. Mais est-ce que c'est une tendance qui se développe, le fait que les entreprises impliquent les salariés dans la création de contenu? Oui, oui, en effet. En fait, c'est un point qui maintenant se développe de plus en plus parce que toujours un des plus gros problèmes que rencontrent les responsables formation, c'est d'engager leurs collaborateurs sur ces formations-là. Et donc, pour aussi, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un problème de contenu, tout simplement, parce que l'idée, c'est que c'est bien d'avoir un outil, mais un outil sans contenu, ça sert pas à grand-chose. Donc, il faut continuer à animer et ajouter plus de contenu pour engager encore plus les collaborateurs. Et donc, pour ce type de contenu, on a là, quand on intègre les apprenants dans notre stratégie de formation, on va voir rapidement que à la fois les apprenants ils sont plus engagés et aussi la deuxième fois, c'est qu'il ne faut pas oublier que ces collaborateurs-là sont aussi une source de savoir. Et après aussi, on dit que la meilleure façon d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner ou de partager ses connaissances. Donc, ça permet aussi à ces collaborateurs-là, en partageant leurs connaissances, d'apprendre encore mieux sur le sujet. Aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on a des clients où, par exemple, les formations présentielles ou maintenant qui sont remplacées un peu avec tout ce qui est virtuel, n'étaient pas accessibles à tous les collaborateurs. Et donc, il y a tout un système où les collaborateurs doivent s'inscrire à ces formations. Et donc, il y a un système. Et du coup, ce type cette accessibilité-là permet aux collaborateurs qui ont participé à ces formations et qui ont eu la chance de participer à ces formations, à la fin de ces formations, de partager la connaissance et de partager ce qu'ils viennent d'apprendre avec le reste des collaborateurs qui n'ont pas eu l'opportunité ou le temps de participer aussi à ces formations-là. Donc, c'est un point qui est très important et sur lequel on voit déjà. Et c'est pour ça que dès le début, la solution que nous, on a développé un outil auteur qui permet une création de contenu qui est assez simple, mais aussi on a tout un système à l'intérieur qui permet à un collaborateur aussi de proposer ou de recommander du contenu qu'il vient de lire. On va avoir tout un système de discussion entre les collaborateurs, mais aussi on va avoir la possibilité de partager du contenu directement depuis l'application mobile. Donc c'est pas seulement depuis la web app, mais aussi depuis l'application mobile, ce qui permet une certaine agilité dans ce cadre-là. Alors, ça veut dire qu'en fait, enfin, ce qu'on retient principalement dans cette étude, moi, ce qui m'a interpellé, c'est que les répondants finalement disent, bah, finalement, pour l'instant, on n'installe pas plus parce que euh, on a du mal à définir une stratégie. Alors effectivement, définir une stratégie pour le mobile learning, finalement, qui est une modalité et une technologie, en soi, ça reste compliqué. C'est pour ça qu'on a analysé la partie social learning, parce que effectivement, dans ce cadre, dans le cadre d'une stratégie social learning, le mobile learning s'intègre et vient équiper cette stratégie. Et c'est ce qu'on constate, hein, les entreprises qui vont laisser les collaborateurs produire le contenu bah, sont celles qui ont commencé à réfléchir à une stratégie de social learning. Alors pour plusieurs raisons, hein, bah, la première raison, c'est d'impliquer les collaborateurs et comme tu l'as dit, les responsables formation de toute façon estiment que les formations qui sont dispensées aux collaborateurs sont les plus performantes aujourd'hui. Et puis la deuxième raison, est-ce que c'est pas aussi une question de coût de production de ces formations? Ouais. Euh,
il y a toujours la question du coût, mais oui, c'est sûr que euh, on peut ajouter le coût aussi et le budget sur cette question d'augmenter l'engagement des collaborateurs et aussi d'avoir plus de contenu qui est créé, ce qu'on appelle du User-Generated Content, UGC. Mais oui, le coût, il joue aussi surtout. Après, aussi, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le mobile learning, c'est un outil, mais du coup, il faut prendre en considération la pédagogie qui est derrière. Et donc, aujourd'hui, le risque qu'on risque d'avoir, c'est le contenu qu'on crée n'est pas adapté à cet outil qui est de mobile learning. Et donc, euh, si on parle de ça, on va aller parler directement quand on est sur du mobile learning. L'idée, c'est de créer un contenu qui est court et ludique. Donc, on est sur du micro-learning et aussi de la gamification un peu. Parce que l'idée, c'est que le but, c'est de garder l'apprenant engagé avec un contenu qui est très rythmé. Donc, on va avoir un contenu qui est à chaque fois rythmé par des quiz pour pouvoir garder l'apprenant engagé avec avec ce qu'il est en train d'apprendre. Donc, c'est un point qui est très important à prendre en considération. Et donc, dans le cadre où aujourd'hui, on a la majorité des responsables de formation ou des organismes de formation qui étaient habitués à créer un contenu différent, qui est long, sous des formats e-learning, etc. Et donc, c'est important pour eux de aussi apprendre à utiliser ce nouveau type de format. Enfin, nouveau parce que ça existe depuis pas mal de temps déjà. Et aussi, c'est pour ça que nous, en interne, on accompagne toujours, que ce soit nos clients, que ce soit des organismes de formation, des entreprises, à implémenter cette pédagogie et aussi ce savoir-faire, qui est très important. Parce qu'au final, le risque, c'est d'avoir un contenu qui n'est pas adapté au mobile, et qui est lent, et qui au final, il ne permet pas à l'apprenant d'apprécier un peu le fait qu'il est en train d'apprendre au final sur son téléphone. Euh, et donc, il faut vraiment faire attention au type de contenu qu'on met à disposition aux collaborateurs et même aux clients dans le cas d'organismes de formation et faire en sorte que la pédagogie mobile learning soit respectée. Et donc, quand on prend ça en considération, on voit directement que une autre solution pour ces responsables formation, c'est soit on crée le contenu en interne, ou en plus de ça, on va acheter du contenu des partenaires. Euh, et ou bien, au final, on peut mettre en place une stratégie de UGC ou de social learning pour permettre aussi donner l'opportunité aux collaborateurs de créer ce contenu-là. Donc, c'est là Alors, où, oui, pour clarifier un point, aujourd'hui, j'ai une formation qui dure 1 heure en présentiel, je veux la digitaliser, je vais pas la transformer en 3 minutes de mobile learning. mm. En fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est euh, quand on parle de micro-learning, il ne s'agit pas, on a une formation d'1 heure. Il y a deux façons de faire. Soit on a une formation d'1 heure, on va la résumer dans une formation de 5 minutes, il s'agit de capsules. Ou bien on a une formation d'1 heure et on va la séparer en une formation qui va rester d'1 heure, mais qui va être en plusieurs capsules. Et à chaque fois, on va prendre, par exemple, des 5 à 10 minutes, et on va prendre ces formations, on va le rythmer avec des quiz pour augmenter un peu l'engagement. Et donc, au final, cette heure-là, ça reste 1 heure, c'est juste que le format va être différent. Et donc, au lieu d'avoir un seul module d'1 heure, on va avoir tout un parcours avec plusieurs capsules qui vont permettre de faire au final le même module. Donc, au final, ça revient au même avec un apprenant qui est plus satisfait parce que c'est pas juste, par exemple, une vidéo d'1 heure qu'il doit regarder et après il répond à 2, 3 quiz, mais plutôt c'est plusieurs vidéos où il a une interaction pour chacune d'entre elles. Après, il faut aussi être un peu réaliste dans le cas de la réalisation de ce type de passer d'un format d'1 heure à plusieurs formats. Et donc, c'est pour ça aussi, nous, on fait en sorte d'accompagner les clients sur ce type de choses, parce que c'est pas toujours simple de transformer un format qui est lent en un format micro-learning. Donc, c'est important aussi à préciser et d'être réaliste aussi sur ce point-là. Mais le réel intérêt pour l'apprenant, c'est que finalement, ce format va être beaucoup plus digeste, hein.
Exact. en cinq formats de 5 à 10 minutes, Mm, plutôt qu'un format d'une heure mm. où finalement l'apprenant va finalement se lasser, se désengager, s'ennuyer, même peut-être au bout de un quart d'heure, 20 minutes, quoi. C'est ça, exactement. Donc, ce qu'on a constaté dans cette étude, hein, c'est que de toute façon, c'est une évidence, hein, le mobile learning s'inscrit de manière donc naturelle et logique dans une stratégie plus globale de social learning. On verra si l'avenir nous le confirme, mais c'est la tendance. Mm, Du coup, on s'est aussi posé la question du blended learning parce que c'est une modalité qui est très prisée actuellement. Euh, est-ce que le social learning va venir renforcer cette modalité ou est-ce que ça va être deux stratégies différentes? Là, c'est encore un peu flou, mais on pourrait imaginer mm. que les applicatifs viennent renforcer les formats de blended learning pour les rendre encore plus attractifs. Ouais. Euh, et, et puis, on a interrogé les entreprises sur leur modalité, entre guillemets, pas préférée, mais celle qu'ils estiment être la plus efficace. Et alors là, on a des réponses différentes en fonction des tailles d'entreprise, hein. Pour les entreprises de taille plus modeste, hein, c'est-à-dire autour de 1000 collaborateurs et en dessous, euh, le présentiel reste la modalité la plus pertinente pour 68% des entreprises. Et le social learning vient en deuxième position à 25%. Alors que pour les grandes entreprises, hein, dépassant 10 000 salariés, le social learning est la modalité privilégiée à 48%. Et le présentiel n'est pas loin à 47%. Mais on a quand même un écart assez important entre le positionnement des PME et des grands comptes, entre guillemets. Et ça, est-ce que tu as une idée? De quoi ça provient? Oui. En fait, ce qu'il faut prendre en considération, c'est surtout avec tout ce qui est en train de se passer, la majorité des entreprises, surtout si on parle des petites entreprises, elle était sous un système de présentiel. Donc, c'est ce qui était, c'est un système qui marche bien, qui marchait pour elles et c'était important. Et donc là, avec la transformation digitale et surtout avec la crise sanitaire qui est en train de se passer, ils sont en train d'essayer d'implémenter du coup une solution de formation digitale. Euh, et donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est là, on est toujours sur la majorité, on parle des entreprises, des petites entreprises, sur cette partie-là, en train de faire cette transformation digitale. Et donc, en train de chercher des solutions, que ce soit de digital learning en général, parce que pour elles, là où ils sont, c'est pas une question de est-ce qu'on va prendre un LMS ou on va prendre un mobile learning ou on va faire du social learning parce que au final, il leur faut la solution la plus adéquate pour leurs collaborateurs, peu importe soit. Dans l'autre sens, on va voir des grands groupes qui sont déjà équipés avec déjà pour la majorité avec un système de logiciel qui est assez intégré, avec un LMS qui est déjà présent. Et donc, l'enjeu est différent. Donc là, l'enjeu, c'est plus un enjeu d'innovation, un enjeu aussi, quand on parlait tout à l'heure, d'augmenter l'engagement des collaborateurs. Et là, elles vont aller chercher des nouvelles pédagogies, de nouvelles façons de faire pour réussir à répondre à ces besoins-là. Et donc, c'est pour ça qu'on voit facilement que à chaque fois, on va avoir le micro-learning en tendance. À un certain moment, là, le social learning est en tendance parce que ça permet de répondre à ces besoins-là. Par contre, le besoin des petites entreprises, il est complètement différent. Là, on est juste sur, bah, il faut d'abord s'équiper. Et on n'est pas arrivé déjà au fait que, du coup, il y a un problème d'engagement, il y a un problème d'assiduité ou autre chose. Donc, c'est ça ce qu'il faut aussi prendre en considération sur ce point. Et puis, tu Et n'as on pas le les mêmes voit tailles souvent avec les de clients. services Ouais, formation. exact, Tu n'as pas les mêmes exact, ressources aussi au niveau RH. exact. Parce que Euh, sur des petites entreprises, on a souvent si on parlait vraiment petites entreprises, on a directement à faire avec la direction. Dans le cas, après les PME de 100 ou 200 salariés, on va avoir un responsable RH qui, au final, son travail n'est pas seulement de la formation, mais aussi que ça soit le recrutement, la paye, etc. Donc,
contrairement à un grand groupe où il y a des équipes qui sont spécialisées pour ce Ouais. type de choses. Mais je pense qu'on a fait un premier tour intéressant de restitution de cette étude. Alors effectivement, ce matin, on vous livre pas l'ensemble des résultats, hein. L'étude n'est pas encore complètement analysée. On vous fera, comme on l'a dit, un retour complet qui sera disponible autour de début novembre. Ce replay, vous pourrez le trouver dès cet après-midi sur MyRHline. Je pense qu'on a fait un tour déjà intéressant. Hamza, je te laisse juste conclure et rappeler quand même l'importance. Pour moi, il y a l'aspect technologique, il y a l'aspect Ouais, équipement, mais il y a surtout le respect des formats micro-learning et c'est ce que je retiendrai ce matin. Pour que votre stratégie mobile learning soit une réussite, il faut avoir la philosophie. Il y a une philosophie à respecter, hein, en termes de format de formation. ouais, Tu veux peut-être conclure là-dessus? ouais. En fait, il faut toujours prendre en considération que il faut garder l'apprenant en tête. C'est parce que au final, si vous prenez cette solution, c'est pour l'apprenant au final et pas pour le responsable formation ou pas pour autre. Et donc, pour engager, pour former, au final, le but, c'est aussi de former et pas seulement l'utilisation de cette formation. Et pour former vos collaborateurs, le plus important à prendre en considération, c'est ce type de format, ça a prouvé son efficacité. Quand on parle d'un format qui est à chaque fois court et ludique, et faut vraiment prendre en considération qu'aujourd'hui, la majorité des outils de mobile learning, par exemple, surtout BDs, on appuie vraiment sur cette partie de la diversité de types de contenu et de gamification. Donc, on va avoir plusieurs formats, en une vingtaine carrément, qui permettent, du coup, qui donnent la possibilité, qui vous donnent la possibilité de rythmer, en fait, le contenu pour que ça soit très engageant. Et dans le cas où vous êtes sur un positionnement d'acheter un contenu d'organisme de formation quelconque, il faut vraiment d'abord essayer ce contenu et voir est-ce que c'est un contenu qui est assez engageant. Parce qu'au final, si c'est un contenu qui sera assez engageant pour vous, il le sera normalement pour vos collaborateurs. Et donc, c'est un point vraiment à prendre en considération pour ne pas prendre n'importe type de contenu et surtout ne pas prendre un contenu juste pour enrichir la solution et avoir un contenu à disposition qui, au final, ne va pas être utilisé par les collaborateurs ou il va être mal utilisé. Donc, c'est très important à prendre en considération. Voilà. Super, merci Hamza. Merci à toi. Merci à toutes et à tous. N'oublie pas de m'envoyer un pull, hein. Tu mets du L ou du XL. Ça marche. Très bien. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et puis donc vous pouvez retrouver le replay dès cet après-midi. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.